Alors aujourd'hui, on va parler de l'importance de bien planifier sa retraite. Habituellement, quand on visualise le système de retraite, l'image qui vient à l'esprit, c'est celle d'un vieux chronomètre industriel. Ouais, une mécanique super froide, très linéaire et puis implacable, quoi. Exactement. On imagine qu'on pointe le premier jour de sa carrière, le chronomètre se lance, et puis il suffit d'aligner les heures de présence au bureau. Jusqu'à ce que la sonnerie retentisse 40 ans plus tard, c'est ça. Mais la réalité du système français est infiniment plus organique, en fait. Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis ravie de plonger là-dedans aujourd'hui pour cette nouvelle exploration détaillée de nos sources. Moi aussi. Surtout que dès qu'on gratte la surface, ce fameux chronomètre, il explose complètement. C'est clair. On se retrouve face à un puzzle gigantesque où chaque événement de la vie, même les interruptions, devient une pièce à emboîter. Et pour comprendre cette plomberie invisible, on s'appuie sur des sources assez variées aujourd'hui. Ouais, on a passé au crible des sites officiels comme l'assurance retraite ou services publics, des fiches de conseils spécialisés de chez l'IDCARE. Et surtout, on a mis la main sur des manuels d'instruction technique interne de l'administration, normalement réservés aux agents. Et ça, c'est une mine d'or. L'objectif, c'est vraiment de démystifier le fameux relevé de carrière, de trouver les trimestres cachés, la maternité, la maladie, tout ça. Pour que chaque personne qui nous écoute puisse vraiment optimiser sa propre situation, parce que les algorithmes administratifs sont pleins de recoins méconnus. Bon, décortiquons un peu tout ça. Parce que même pour un public averti, il faut rappeler un truc fondamental. Le système ne compte absolument pas le temps physique passé à travailler. Non, pas du tout. Le temps, c'est juste une unité de mesure de façade. Un trimestre se valide par un seuil de rémunération, pas par une durée. Attends, ça veut dire qu'un simple job d'été payé au SMIC peut suffire? Bah ouais, complètement. S'il est rémunéré avec un volume d'heures suffisant, ça peut générer assez de cotisations pour valider un trimestre entier. Voire plusieurs trimestres d'un coup. Exactement. Si la concentration de revenus est très forte sur un mois, la machine administrative s'en moque. Elle regarde uniquement le flux financier. D'accord, mais la question qui se pose naturellement, du coup, c'est ce qui se passe quand ce flux financier s'arrête net. Quand la vie déraille, tu veux dire? Voilà, la maladie ou même une période de chômage. C'est là qu'interviennent ces fameuses périodes assimilées, c'est ça? C'est ça. Le législateur a prévu des filets de sécurité. Ce sont des moments d'interruption où le relevé n'affiche aucun revenu, mais qui génèrent quand même des trimestres. Et c'est en plongeant dans les circulaires internes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse qu'on voit que c'est hyper chirurgical. Ah bah, la règle arithmétique pour la maladie, elle est stricte. 60 jours d'indemnisation par la sécurité sociale, équivalent à un trimestre assimilé. Avec une limite de 4 par an, logiquement. Ouais, le plafond classique. Mais le diable se cache dans les détails. Les fameux 3 jours de carence. Exactement. Ces 3 jours où aucune indemnité n'est versée aux patients, ils sont totalement invisibles pour le compteur de retraite. Ils ne comptent pas du tout. Et j'ai vu dans les documents que ça devient un vrai casse-tête quand l'arrêt maladie chevauche 2 années. Ah oui, le passage du 31 décembre au 1er janvier, la règle interne est très spécifique là-dessus. Disons que je suis en arrêt de mi-décembre à mi-janvier. Il se passe quoi pour les jours de décembre? S'il y a moins de 60 jours sur l'année écoulée, ils ne sont pas perdus dans le vide. L'algorithme les capture et les reporte sur le compteur de l'année suivante. Pour tenter de former un trimestre complet l'année d'après, c'est fou. Si on veut imager la mécanique, on pourrait comparer ça au fonctionnement d'un jeu vidéo de rôle, un RPG. Un RPG. Comment ça? C'est le principe des points d'expérience passifs. Même quand le personnage ne combat plus, qu'il est blessé et se repose à l'auberge, le compteur continue de tourner en arrière-plan. Ah, je vois. La métaphore est bonne, mais attention, le maître du jeu, l'État, exige un ticket d'entrée pour que ça marche. Quel genre de ticket? N'importe qui tombant malade gagne ses trimestres. Non, justement, il faut impérativement posséder ce que l'administration appelle la qualité d'assuré social, la QAS. Donc il faut avoir débloqué son personnage avant de tomber malade, pour garder l'analogie. C'est exactement ça. Il faut posséder cette QS antérieurement à l'arrêt de travail. Sans une première cotisation fondatrice, la maladie ne donnera jamais de trimestre. C'est fascinant. Et cette logique de compensation, elle prend une ampleur vraiment spectaculaire quand on aborde une autre période assimilée, la maternité. Ah, la parentalité, c'est un mécanisme massif dans le régime de base français. Nos documents montrent que ce n'est pas juste une parenthèse, c'est un véritable effet démultiplicateur sur la trajectoire de la pension. Tout à fait. Le mécanisme repose sur un forfait de 8 trimestres par enfant. Et c'est découpé en 2 blocs bien distincts. 4 trimestres pour la maternité et 4 pour l'éducation, c'est ça? Voilà. Pour un enfant biologique, les 4 trimestres de maternité sont sanctuarisés. Ils vont automatiquement à la mère.
pour compenser l'impact physiologique et l'éloignement du marché du travail. Mais pour les 4 trimestres d'éducation, la règle a muté, non? Oui, depuis la réforme pour les enfants nés à partir de 2010. Les parents peuvent désormais se partager ces trimestres d'éducation. Sauf qu'il y a un sacré piège administratif. La fenêtre de tir est hyper courte. 6 mois. Ils ont un délai de 6 mois qui s'ouvre exactement au 4e anniversaire de l'enfant pour choisir la répartition. Et s'ils ne font rien? S'ils oublient de faire la démarche? L'âge légal à 62 ans, beaucoup de mères atteignaient le nombre de trimestres requis très tôt. Mais elles étaient coincées par la barrière de l'âge légal. Elles ne pouvaient pas partir. Et quand la réforme a repoussé cet âge, elles devaient travailler encore plus longtemps, alors qu'elles avaient déjà tout leur trimestre. Leur trimestre enfant devenait inutile. D'où l'invention de la fameuse surcote parentale. Moi, je vois ça comme un livret d'épargne à haut rendement pour ces mères de famille. C'est un bon résumé, hein. Si un parent atteint le taux plein dès 62 ans, mais doit continuer à travailler, chaque trimestre supplémentaire travaillé génère une surcote. De combien on parle concrètement? De 1,25% en plus sur le montant de la pension de base par trimestre. Ah ouais, c'est énorme. Et à ça, il faut ajouter la majoration de 10% de la pension pour ceux qui ont eu au moins 3 enfants, c'est ça, hein? Exactement, c'est une majoration historique qui vient se rajouter par-dessus. Mais attends, j'ai une question. Avec cette abondance de trimestres, est-ce que ça gonfle aussi la retraite complémentaire, genre la Gercarco? Et non, c'est là qu'il faut calmer l'enthousiasme. C'est l'un des plus grands mirages du système. Ah bon? C'est séparé. Totalement étanche. Le régime de base compte en trimestres, les complémentaires comptent en points. Les trimestres enfants n'ajoutent aucun point à la complémentaire. La douche froide. Donc les trimestres s'arrêtent au mur du régime de base? Sauf peut-être la majoration de 10% qui s'applique parfois aux deux? Oui, voilà, certaines caisses complémentaires appliquent cette majoration financière, mais c'est tout. D'accord. Mais la solidarité va encore plus loin face aux difficultés majeures. Nos sources parlent des enfants en situation de handicap. Avec des sigles comme l'AEEH ou la PCH. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et la prestation de compensation du handicap. C'est ça. Le fait de percevoir ces aides est un déclencheur automatique. L'administration accorde jusqu'à 8 trimestres supplémentaires. Soit un trimestre par période de 30 mois de prise en charge, si j'ai bien lu le manuel? Exactement. Et le système prévoit une garantie ultime incroyable. L'annulation de la décote et le taux plein garanti dès l'âge de 65 ans. Même si la carrière a été hachée et qu'il manque des trimestres. Même dans ce cas-là, c'est une dérogation majeure à la règle classique des 67 ans. C'est vraiment une reconnaissance forte. Bon, on voit bien comment on amasse ces pièces du puzzle, le travail, la maladie, la parentalité. Mais à quoi ça sert pour ceux qui veulent partir le plus tôt possible? C'est là qu'on aborde le Graal, la carrière longue, le passe-droit conditionnel. Moi, je compare la carrière longue à la file VIP d'un club très exclusif. La file VIP? Vas-y, explique. Il ne suffit pas d'avoir le bon nombre de tickets, genre 170 trimestres. Le videur, à l'entrée, il vérifie la nature exacte de chaque ticket. Ah oui, le filtre est extrêmement sélectif. Il faut avoir commencé avant 16, 18, 20 ou 21 ans. Et avoir réuni 5 trimestres avant la fin de l'année civile de cet âge-là. Ou 4 si on est né en fin d'année. Tout à fait. Et le videur, comme tu dis, exige avant tout des trimestres cotisés par le travail. Il tolère quelques trimestres assimilés, mais avec beaucoup de méfiance. Si on lui présente un ticket maternité, ça passe? Ça passe sans problème. La maternité compte pleinement. Mais si je lui donne des tickets chômage, maladie ou service militaire? Là, le couperet tombe. C'est strictement plafonné à 4 trimestres de chaque catégorie pour toute la carrière. 4 trimestres max pour le chômage indemnisé, même si on y a passé 3 ans. Oui. Et pour la pension d'invalidité, c'est encore pire. C'est limité à 2 trimestres acceptés. Et les trimestres acquis par rachat? Le videur les refuse purement et simplement. Ils ont une valeur nulle pour ouvrir le droit au départ anticipé. D'accord. Mais du coup, qu'en est-il de ceux qui ont des trous dans leur carrière parce qu'ils ont fait de longues études? La file VIP leur tourne le dos. Pour eux, si le système n'a pas donné assez de périodes assimilées, il reste une solution littérale. Sortir son portefeuille. Le fameux rachat de trimestre. C'est l'équivalent administratif du pay to win dans les jeux vidéo. On peut racheter jusqu'à 12 trimestres dans sa vie pour les années d'études supérieures diplômantes ou les années incomplètes.
Et j'ai vu un cas super spécifique pour les jeunes, les stages. Oui, les stages obligatoires de plus de 2 mois, s'ils ont été faits après mars 2015, on peut les racheter à un tarif fixe très avantageux de 481 € par trimestre. Ah ouais, c'est une aubaine. Max 2 trimestres, c'est ça? C'est ça. Mais pour le rachat classique des années d'études par un adulte, la facture explose à plusieurs milliers d'euros le trimestre. Option 2, il compte pour le taux et pour la durée d'assurance. Voilà, c'est un choix crucial. Mais je vais être un peu provocatrice. Si j'achète ces trimestres avec l'option 1, est-ce que je ne jette pas un peu mon argent par les fenêtres par rapport à l'option 2? Il ne compte qu'à moitié. C'est une réaction normale, mais c'est oublier la mécanique redoutable de la décote. C'est-à-dire? Si tu pars avant d'avoir tous tes trimestres, ton taux subit une décote punitive de 0,625% par trimestre manquant. Ton taux maximal de 50% chute très vite. Ah, donc l'option 1 sert juste à éviter cette hémorragie financière. Exactement. Elle ramène le taux vers son plafond. L'option 2 est plus complète, mais significativement plus chère. L'option 1 est souvent un meilleur calcul d'ingénierie patrimoniale. Surtout que ce n'est pas magique, c'est un investissement déductible des impôts, non? Absolument. Les sommes sont intégralement déductibles des revenus imposables de l'année du paiement. L'État finance indirectement le rachat. Ah, ça change tout le calcul du coût réel. Bon, on vient de disséquer un sacré écosystème. S'il y a un truc à retenir pour notre audience, c'est de vérifier son relevé de carrière. L'urgence est d'autant plus grande qu'il y a une vraie pépite dans ces documents internes, une faille historique béante avant 2003. Ah oui, l'assurance maladie ne transmettait que des masses de trimestres sans les dates précises. C'est ça. Sans les dates, l'algorithme naviguait à l'aveugle pour appliquer la règle du report sur 2 années civiles dont on parlait au début. Donc, il est vital pour toute personne qui nous écoute de fouiller dans ses archives, ses vieilles fiches de paie, les attestations de la Sécu dans une boîte à chaussures. La charge de la preuve revient souvent à l'assuré en cas d'erreur. C'est fou que le système repose là-dessus. Ça donne vraiment matière à réfléchir. Et d'ailleurs, en prenant un peu de recul, l'analyse de ces manuels soulève une question ouverte pour l'avenir. Laquelle? On a décortiqué un système basé sur le trimestre, une règle industrielle du XXe siècle. Mais avec les carrières fragmentées d'aujourd'hui, le freelancing, la gig economy, les expatriations... La notion même de valider 4 blocs par an semble devenir complètement obsolète. Exactement. Est-ce que la société ne devra pas un jour inventer une toute nouvelle façon de mesurer la contribution d'une vie entière pour garantir la solidarité entre les générations? Remplacer le trimestre par quelque chose de plus granulaire, c'est une question vertigineuse qu'on laisse en suspens pour que notre audience puisse y réfléchir. Merci d'avoir exploré tout ça avec moi. Avec grand plaisir. À très bientôt. Alors pour résumer, l'important est de bien planifier. Exactement. La prévoyance est la clé.